Oui, Oui, madame. madame. Oui. Oui, madame. Très bien. Oui. Alors, en fait, donc, Oui, comme je vous ai madame. expliqué, il y a plusieurs thèmes qui sont récurrents. Donc, quand on parle quand on parle des problèmes économiques et sociaux, quelles que soient bien sûr les autres séquences que l'on va traiter ensemble, donc, mais tout est lié déjà à comment on positionne les différents pays en termes de niveau de développement et niveau économique. Et surtout, vous qui avez déjà étudié tout ce qui est analyse macro, l'histoire de la pensée économique, etc., il est important aujourd'hui de lier tout cela et de le voir par rapport à l'actualité. Donc, c'est-à-dire voir est-ce que, par exemple, les exemples des agrégats économiques qui sont utilisés pour situer l'économie d'un pays ou le niveau de développement d'un pays, est-ce que ça nous dit tout? Est-ce que la lecture de la santé économique et sociale d'un pays peut se faire uniquement sous le prisme des agrégats économiques? Est-ce que ces agrégats économiques ne sont pas biaisés? Donc, il est important, bien sûr, avant de traiter les autres problématiques de crise, parce que même les crises, vous savez, les crises qui ont affecté les pays développés diffèrent des crises donc, qui ont affecté les pays en voie de développement. Aujourd'hui, bien sûr, si je dois parler par exemple uniquement de chômage, travail, emploi et chômage, vous savez, aujourd'hui, le chômage, ça pose la question, par exemple, de l'enjeu de la flexibilisation, de l'enjeu du progrès, est-ce que la machine va remplacer l'homme, etc. Voilà les éléments enfin, euh, qu'on retrouve très souvent dans les débats autour du chômage. Or, ici, dans des pays en voie de développement, c'est surtout l'importance du capital humain. C'est le fait que, par exemple, vous savez que rien qu'au niveau de la région du Maroc, Algérie, Tunisie, etc., du Maghreb, vous savez, on a une réalité assez particulière dans le monde. C'est le fait que le chômage touche davantage les diplômés. Donc, on a la théorie du capital humain qui est inversée. Donc, plus diplômés, plus Madame, de diplômés. Oui, l'écran est noir. l'écran est Oui, madame. noir. On n'arrive Oui, pas à madame, voir et le noir. partage. Alors, Oui, madame. Oui, madame. Je vois rien, madame. c'est tout le souci en fait de la plateforme. Alors, On n'arrive pas à voir le partage. là c'est bon. C'est bon, madame, c'est bon. Oui, madame. C'est bon, Oui, madame. madame. Oui, c'est bon, madame. C'est bon, madame. Et- Oui, madame. Parfait. C'est bon, madame. Alors, C'est Oh bon. non, madame. Oui, madame, c'est bon. Non, C'est bon, madame. madame. très bien. C'est bon, Alors, madame. de toute façon, la présentation vous sera postée dès aujourd'hui sur l'espace unité, donc Très bien. même si vous n'avez pas à la visualiser, c'est pas un problème. Donc, ce que je vous disais, c'est que voilà, donc les mêmes problèmes se présentent différemment selon le contexte de développement d'un pays. Donc, on va parler de la mondialisation, de l'impact de la mondialisation. On va parler du Covid, de l'impact du Covid, mais l'impact du Covid ne peut être appréhendé de la même façon au Maroc, par exemple, que par exemple aux États-Unis. Donc, pourquoi? Parce que déjà, ne serait-ce que par rapport aux problèmes qui vous touchent essentiellement vous, par exemple l'enseignement, l'université n'était pas prête à la digitalisation, n'était pas prête à ce système d'enseignement à distance. Or, dans les pays développés, c'est quelque chose que l'on voit assez souvent. Donc, vous voyez, on ne peut traiter. Coupez le micro, s'il vous Alors, plaît. s'il vous plaît, essayez de désactiver vos Micro, s'il vous plaît. Désactivez le micro. Alors, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, d'où cette citation que j'apprécie beaucoup, chacun de nous aperçoit non pas l'univers, mais son univers, non pas la réalité nue,
mais de cette réalité, ce que son tempérament lui permet de s'approprier. Donc, cette citation dit non sur le contexte, on parle de contextualisation des problèmes. Avant de parler des problèmes économiques et sociaux, politiques, etc., d'abord comprendre le contexte. Parce que c'est le contexte qui va définir le problème et va, à travers le contexte, que l'on va nuancer ou, à contrario, intensifier les effets d'un problème. D'accord? Alors, bien sûr, le monde avec plusieurs. Allô? Si vous plaît, désactivez le micro, s'il vous plaît. Voilà, madame, c'est ça. Alors, désactivez parce que sinon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Et vraiment, le bruit. C'est bon? Désactivez les micros, s'il vous plaît, là, on n'entend rien. C'est bon, madame, c'est bon. Parfait. Alors, on va être relativement indulgent parce que je comprends que tout le monde n'est pas forcément dans un bureau, donc ça va, on va essayer tant bien que mal gérer tout cela ensemble. Alors, donc ce que je disais, c'est qu'il est très important de comprendre un peu le contexte d'abord. Et le contexte, c'est surtout le niveau de développement des différents pays, parce que c'est ça qui va faire que l'on aborde les problèmes de différentes façons, que l'on comprend les effets de chaque problème. Alors, un des contextes qu'il faut intégrer dans nos analyses des différents problèmes, c'est le défi démographique. Vous savez qu'aujourd'hui, concrètement, il nous faut, alors pour que tout le monde vive bien et qu'on puisse disposer des ressources, etc., à date d'aujourd'hui, il nous faut 1,3 planètes. Donc, c'est-à-dire que la planète Terre est configurée aujourd'hui avec les ressources qu'elle a, etc., ben, ça ne suffit pas. Donc, et ça pose le problème, alors ce n'est pas que le problème démographique, parce que l'on voit que c'est surtout l'Asie donc qui présente un poids important au niveau de la population, mais le défi démographique se pose aussi sur le plan non seulement de la répartition des ressources, mais aussi se pose au niveau de la considération de ce poids dans la configuration géostratégique. Je m'explique. Aujourd'hui, vous savez, par exemple, vous avez tous suivi le quiproquo entre les États-Unis et l'Europe. Enfin, je parle des États-Unis, mais il faut que je parle de Trump. Donc, tous les problèmes aujourd'hui, qui ont été relatés historiquement entre Trump et les différents pays, notamment la Chine, Canada, même les différents pays européens, en particulier l'Allemagne, la France, etc. Donc, tout ça, c'était sur quelle base? C'était les conventions qui ont été, bien sûr, Trump, dans son élan de protectionnisme, parce qu'on a vraiment assisté à un retour au protectionnisme venant du pays le plus capitaliste du monde. Enfin, en tout cas, qui se positionne comme étant le pays le plus capitaliste du monde. Donc tous ces éléments ont été... alors, si Trump et si les États-Unis sont revenus sur un certain nombre de décisions, c'est parce qu'il y a eu la riposte. Par exemple, la Chine. Aujourd'hui, son poids démographique compte aujourd'hui dans les négociations commerciales. On ne peut pas se passer du marché chinois. Donc, quand les États-Unis ont voulu, bien sûr, imposer les droits de douane, etc., sur les produits chinois, eh ben, la Chine a riposté tout de suite, notamment au niveau du marché, par exemple, de l'automobile, au niveau du marché. Donc, et les États-Unis ne peuvent pas se passer du marché chinois. Vous avez vu aussi, bien sûr, ce qui s'est passé au niveau de l'Europe, ce qui s'est passé notamment en particulier avec le Brexit, par exemple, en Angleterre. Donc, l'Angleterre, après, bon, bien qu'au départ, c'était dans un discours très ferme, etc., après, ils ne pouvaient pas se passer du marché européen, parce que le marché européen, c'est d'abord toute la population.
qui représente le marché de consommation. Les Européens sont des consommateurs, donc les Anglais, s'ils veulent protéger leur économie, etc., ok, mais ils ne peuvent pas se passer des consommateurs qui achètent directement. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire que le défi démographique, l'explosion démographique ou la répartition démographique pose plusieurs problèmes, plusieurs défis sur plusieurs alors évidemment, on peut parler aussi de la pauvreté, de la vulnérabilité, de la marginalisation, etc., du problème de l'immigration, parce que, il y a un flux migratoire et qui pose aujourd'hui un problème, un sérieux problème pour un certain nombre de pays. Donc tout cela devrait être pris en considération. Alors, vous avez aussi le défi des inégalités sociales. Alors, quand on parle, jusqu'à présent, en première année, on vous a surtout parlé de la production de la richesse, de la croissance, etc. C'est super, mais toute cette richesse économique, il va falloir se poser la question comment elle est répartie. Et la répartition de la richesse économique pose le problème des inégalités. Les inégalités à présentation. Madame, l'écran noir. Très bien. Alors, Oui, madame. ok. Alors, je vais réessayer. Bon, il y a un vrai souci de partage. C'est bon, Est-ce que madame. C'est bon. Oui, madame. Alors, donc je parlais des inégalités, c'est un problème d'abord de répartition. Alors, cette Madame. répartition, oui. Madame, C'est ça le marche. même problème, madame, c'est le même problème. L'écran est noir. C'est toujours noir, c'est toujours noir. En fait, il y a un bug. L'écran est noir, madame. Alors, je vais revenir au partage. C'est bon maintenant, c'est réglé? Oui, moi, Madame, c'est bon, Oui, madame. on a eu madame. avant. Oui, maintenant, c'est réglé, madame. Oui, madame, c'est bon. Oui, madame. Oui, madame, c'est bon. Donc, ce que je vous disais, c'est que... Oui, alors, ce que je vous disais, c'est que, évidemment, bon, en tant que futur économiste ou gestionnaire, donc, c'est très important de ne pas se préoccuper uniquement de la production de la richesse, mais aussi de sa répartition. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est à l'origine de plusieurs problèmes, notamment le problème de la pauvreté, etc. Donc, vous savez aujourd'hui qu'on s'amuse beaucoup avec la logique du Pareto pour dire que 80% de la richesse, etc., est détenue par 20% de la population, etc. Donc, la logique Pareto 20 est présente dans plusieurs schémas économiques et sociaux. Alors, la répartition, le problème des inégalités, se pose aussi au niveau de l'investissement de cette richesse. En quoi, aujourd'hui, l'allocation de cette richesse et de ces ressources? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Les différents pays, si on se tenait uniquement au PIB, qui présente, in fine, la richesse d'un pays, eh ben, on va être surpris de voir, par exemple, que la Libye est parmi les pays qui sont à fort PIB, notamment le PIB par habitant, puisqu'ils ont peu de population, mais ils sont producteurs de pétrole, etc. Donc, aujourd'hui, si on se limitait uniquement à la lecture que l'on peut faire des agrégats économiques, on va se rendre compte tout de suite qu'on n'a pas une réalité homogène, que bizarrement, certains pays qu'on suppose riches, ils vont présenter beaucoup d'inégalités sociales, etc. Pourquoi? Parce qu'il est important de se poser la question, où est-ce que va cet argent? Est-ce qu'on construit des hôpitaux? Est-ce qu'on investit au niveau de l'éducation? Est-ce qu'on investit de manière générale dans le capital humain? Donc, tout ça est très important et c'est ce qui fait qu'un pays soit développé ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'il est important de ne pas se limiter aux agrégats
économiques, parce que les agrégats économiques macro, tels que vous les avez étudiés, vous avez étudié bien sûr l'indicateur de l'inflation, vous avez étudié le calcul du PIB, PIB, PPA, etc. Mais ça ne veut absolument rien dire sur la richesse d'un pays. Enfin, bien sûr, c'est la mesure de la richesse, mais ça ne veut absolument rien dire sur tout ce qui est développement, niveau de développement d'un pays. Alors, l'autre problème qu'il faut prendre en considération aussi, c'est les changements climatiques. Alors, le changement climatique est important à voir aujourd'hui parce que, bien sûr, oui, là c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, madame. Alors, du coup, donc, il y a plusieurs éléments, parce que quand on voit par exemple le réchauffement climatique, lorsqu'on voit par exemple le réchauffement climatique, il a complètement déconfiguré le schéma de la logistique maritime, par exemple. Aujourd'hui, on parle des nouvelles routes de soie, on parle des nouvelles routes antarctiques. Et vous savez, aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, les marchandises, c'est par le biais de Canal de Suez, par le biais du Panama, par le biais... Imaginez lorsque l'on va investir dans les routes antarctiques. Vous savez, les routes antarctiques, et c'est ce pour lequel militent la Chine et la Russie en particulier. Pourquoi? Parce que ce seront les vrais gagnants. Et une fois la Chine et la Russie vont détenir le monopole de ces routes, eh bien, toute la configuration du commerce international dans le monde va changer. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par... Madame, Le même problème, madame. Ok. Dans le corps. Alors, on va à chaque fois... Bon, j'espère que ce problème va être réglé la prochaine fois en testant la plateforme de Zoom professionnel. Donc, Ça marche. alors, c'est bon maintenant? Oui, madame. Oui, madame, c'est bon. Merci. Oui, madame. Oui, madame. Donc, ce que je vous disais, c'est que, bien sûr, il y a énormément aujourd'hui d'enjeux par rapport, par exemple, à ce changement climatique qui va faire que toutes les voies du commerce international vont être quelque part, vont métamorphoser le rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, si l'Europe est en force, parce que la marchandise transite par l'Europe. Demain, si on va investir dans les voies antarctiques, dans Groenland, etc., eh bien, ce sera la Chine et la Russie. Donc, qui vont être les principaux bénéficiaires de cette nouvelle configuration. Autre élément par rapport au changement climatique aussi. Madame, on entend bien. Oui. Alors, essayez de désactiver les micros, parce que c'est... On entend du bruit. Très bien. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est... Alors, la problématique de l'environnement pose aussi un souci concernant, bien sûr, cette dialectique entre est-ce que la croissance, la question que l'on se pose aussi, est-ce que la croissance joue-t-elle obligatoirement contre l'environnement? Parce qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs thèses économiques, et notamment les deux thèses qui sont relativement en concurrence. Il y a la thèse productiviste et la thèse écologiste. Vous avez la thèse productiviste qui fait primer la croissance sur l'environnement. L'idée, c'est que voilà, la priorité devra être accordée à la croissance économique, à la compétitivité, etc. Donc, le libre-échangisme fait partie. Donc, et tout cela, en fait, les teneurs de cette thèse disent que seule la croissance permettrait de préserver ou de restaurer les équilibres macroéconomiques. Maintenant, l'environnement, enfin, la thèse écologiste dit qu'il faut mettre en cause la croissance et que la croissance menace aujourd'hui l'écosystème, notamment à travers, bien sûr, les externalités négatives que... Madame, on n'entend rien.
Oui. Alors, ça va On arrive à maintenant? entendre. C'est bon, madame. Oui, madame. C'est bon. Oui, c'est bon, madame. Donc, la thèse est Coupez vos micros. Il y a mal de voix, je pense. Alors, c'est bon? En tout cas, Oui, ça madame. ne vient pas Oui. de moi. Donc, je suis l'innocente de l'histoire. Donc, il faut juste désactiver les micros et je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est que, à contrario de la thèse productiviste, la thèse économiste met en cause la croissance et suppose euh, au gré des effets externes négatifs, donc toutes les externalités négatives de l'économie, ça menace l'écosystème. On parle aujourd'hui d'une idée nouvelle de bien-être collectif qui émergerait, qui nécessiterait bien sûr la prise en compte de la qualité de l'environnement. On parle même, à un certain moment, on a même parlé de calcul du PIB vert. Donc, qui entrerait en contradiction avec la logique du modèle de développement des pays capitalistes. Donc, cela suppose aussi, bien sûr, se poser la question, le grand débat libre-échange, en fait, contre le protectionnisme. Donc tout ça, on l'a vu à travers, bien sûr, différentes conférences de Kyoto en 97, de Rio, de Rio. On a vu, bien sûr, toutes les conférences qui se sont tenues, par exemple, à Paris, à Marrakech, donc la COP 23. Donc, mais ce qui est désolant, c'est le fait de voir que les pays signataires reviennent sur les conventions. Et notamment, c'est ce qu'a fait Trump, par exemple. La convention qui avait été signée, les États-Unis qui s'étaient engagés dans cette dans la protection de l'environnement, notamment avec Obama. Par la suite, Trump est venu et il a complètement, il a retiré les États-Unis de cet accord. Et en retirant les États-Unis de l'accord, ça met en cause toute la crédibilité de cet accord-là, qui prévoyait notamment aussi l'allocation des ressources et de l'aide pour les pays en voie de développement, parce que les pays en voie de développement, si elles doivent suivre si ces pays-là doivent suivre le même schéma capitaliste, eh bien, ça sera des dégâts énormes au niveau de l'environnement. Donc toute la mobilisation mondiale autour de cela, et bien sûr, tout ce qu'on a vu à travers les différentes conventions, etc., nécessite l'adhésion des différents pays. Donc, et on sait aujourd'hui que s'il y a eu du retard par rapport, par exemple, à la considération de l'environnement, c'était essentiellement à cause des États-Unis qui n'avaient pas signé à l'époque l'accord de Kyoto. Et qu'aujourd'hui, encore une fois, on est en train de voir que l'investissement dans les énergies renouvelables tarde encore dans différents... Et même le démantèlement, par exemple, nucléaire qu'avait prévu l'Allemagne, qu'avait prévu la France, etc., peine encore à se faire parce que pour des considérations ceci et cela, notamment des considérations de l'emploi, et ainsi de suite, et on y reviendra. Alors, si je vous parle de tout cela, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la configuration telle qu'elle est, ça ne nous dit rien sur le niveau de développement. Est-ce qu'on va considérer les pays riches? Est-ce qu'on va considérer les pays riches mais qui considèrent l'environnement? Donc, avant, on parlait des pays développés, des pays moins développés, des pays en voie de développement. Bon, imaginez que on mettait en fait le Maroc avec le Brésil, donc, alors que concrètement, il y a beaucoup de divergences. Donc, à un moment, on a commencé à parler d'autres considérations. Donc, par exemple, on parle par exemple, les différents rapports de Doing Business, le rapport du Forum mondial positionne le monde, les pays, dans 3 types d'économies. On parle d'économies tirées par les facteurs, les économies tirées par l'efficience et les économies tirées par l'innovation.
Donc, et le Maroc, d'ailleurs, se trouve dans les économies tirées par l'efficience. C'est lorsque on commence, soi-disant, à s'industrialiser, etc., à avoir des économies d'échelle. C'est à contrario des économies tirées par les facteurs, où l'agriculture prime et où on est beaucoup plus dans des industries, enfin, dans une industrie minière, où on se trouve avec des économies qui sont basées uniquement ou essentiellement sur la rente, sur les facteurs primaires de production. L'économie tirée par l'innovation, c'est lorsque, bien sûr, on va vers une économie de connaissances, ainsi de suite. Donc, d'autres configurations existent aussi. Par exemple, la Banque mondiale qui fait prévoir cette classification de pays de revenus. Donc, on va voir le revenu par habitant. Donc, on a par exemple les pays à revenus faibles. Donc, on va les distinguer des pays à revenus intermédiaires et des pays à revenus élevés. Le Maroc, par exemple, se situe dans les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure. Alors, tranche inférieure, pourquoi? Parce qu'en fait, et ça en dit long sur les politiques économiques adoptées. Par exemple, le Maroc. Oui? Je vous écoute. Madame, il y a problème. Problème d'écran. Il y a problème. Il n'y a rien dans l'écran. Okay. Le même Vous problème, avez madame. désactivé le partage. Problème de... Je vais repartager. Hop. Oui, madame, c'est clair, madame. C'est bon, madame. Alors, Oui. donc je vous disais, c'est bon? Très bien. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est que c'est important aujourd'hui de voir ces différentes classifications. Par exemple, si je dois prendre l'exemple du Maroc, le Maroc est un pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure. Ça veut dire que le Maroc a fait ce qu'il fallait en termes d'investissement dans le capital physique. Par exemple, regardez, il y a l'infrastructure, il y a le TGV, il y a nos autoroutes, vous savez, nos autoroutes sont très bien comparativement. Par exemple, vous savez, si on a certains qui ont eu la chance de partir en Europe de l'Est, vous savez, ça n'a absolument, l'infrastructure n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Donc, nous, on a vraiment, enfin, chapeau pour cette volonté étatique d'investir dans le capital physique. Maintenant, on va certainement, on est dans ce que l'on appelle le piège de l'émergence, parce que on parle par exemple, du Maroc en tant que pays émergent. Ben, on n'est pas un pays émergent. On n'a pas encore atteint l'émergence. Pour la simple raison, c'est que on est encore on se trouve encore à se demander comment faire pour notre capital humain et immatériel. Vous savez, vous pouvez regarder par exemple les rapports de la Banque mondiale, vous pouvez vous référer à tous les rapports des institutions internationales sur le Maroc. Tous les rapports, sans exception, finissent toujours par c'est que le Maroc peine à investir et à capitaliser sur ses citoyens, sur son capital humain, sur nous, donc sur nous tous. Donc, et en fait, et ça pose le problème de l'éducation, donc ça pose énormément de problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce questionnement, il est éternel, celui de se dire est-ce que ça suffit d'investir dans la richesse économique? Est-ce que quelque part, vraiment pour développer nos économies, etc., est-ce qu'il ne faut pas regarder aussi regarder un peu de tous les types de capitaux, notamment le capital. Beaucoup de pays, vous savez, les pays asiatiques, c'est l'éducation qui a fait. Dans les années 50, sachez que le Maroc était dans la même position que des pays comme la Malaisie, comme la Corée du Sud. La Corée du Sud était même à un niveau de développement plus faible que celui du Maroc. Mais la Corée du Sud, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a découvert des gisements de pétrole? Ben non. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Corée? Elle a investi dans l'éducation. Exactement. Donc, elle a su investir et aujourd'hui, l'écart entre les
la Corée du Sud et le Maroc, il est plus de 50 ans. C'est-à-dire il va nous falloir plus de 50 ans. Il faut que la Corée du Sud s'arrête de se développer et nous, il va nous falloir plus de 50 ans pour rattraper le développement de la Corée du Sud. Et ça vaut pour un certain nombre de pays asiatiques. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, parler des problèmes économiques et sociaux, c'est d'abord parler des niveaux, de la lecture que l'on peut faire de l'économie d'un pays et surtout de son niveau de développement. Et ne pas le résumer à l'évolution du PIB. Et on va le voir. Donc, alors, déjà, donc, c'est-à-dire que parler d'un problème, parler de l'évolution de l'économie d'un pays suppose que l'on se demande comment on va mesurer cela. Parce qu'il faut bien, en tant qu'économiste, vous et moi, se demander, on veut évoluer, donc comment on va mesurer cette évolution? Et c'est à travers ce qu'on peut avoir comme objectif, ce qu'on peut escompter comme objectif, ça pose la question de sur quelle base, comment on va mesurer tout cela. Et donc la question des indicateurs est complexe parce qu'elle n'est pas uniquement scientifique ou technique, parce qu'elle est utile pour réinterroger la notion de bien-être, et on va voir ce que c'est, et c'est au cœur du débat public sur le développement et ses finalités. Donc aujourd'hui des mesures, par exemple comme on peut parler du PIB, on peut s'amuser à comparer les niveaux de développement de différents pays, et vous allez voir que si on prend juste comme exemple des pays, par exemple, du Golfe, est-ce qu'on va se dire, par exemple, l'Arabie Saoudite, je n'ai pas de... Enfin, ça n'a rien à voir avec une connotation religieuse ou quoi que ce soit, mais je parle surtout de la liberté d'expression, je parle surtout d'un certain nombre d'indicateurs qui peuvent refléter l'indicateur de bien-être, mais on est en mesure de se demander, est-ce que c'est uniquement le PIB? Qu'est-ce qui fait la différence entre un pays à économie rentière et un pays à économie innovative, etc. Donc, alors, bien sûr, on peut aussi se demander par rapport à cette recherche, on parle de l'économisme, pour apporter cette connotation négative à l'économie, mais cette recherche inlassable à développer ces indicateurs de croissance économique comme si le niveau de développement ne tenait qu'à ça. La growth mania, donc c'est la manie de croissance, de développement, donc, mais de développement en termes de richesse. Et on va voir qu'est-ce que c'est que la notion du développement. Donc la prédominance des mécanismes du marché. Quand on parle de cette recherche inlassable à faire croître son PIB, est-ce que c'est vraiment ça le développement? La viabilité des sociétés, en termes bien sûr quand on parle, on va voir cette triade cette richesse économique, on parle de richesse économique, mais on parle d'une économie, est-ce qu'elle va être vivable et viable? C'est-à-dire, cette richesse économique, est-ce qu'elle va se traduire par une répartition équitable? Est-ce que tout le monde va profiter de cette richesse économique? Toute tranche de société, tout segment de la société? Est-ce que ça va être vivable en termes, par exemple, quand on est dans un environnement pollué, par exemple, et que l'on développé économiquement, mais pollué, dans un environnement pollué, donc une économie qui n'est pas vivable, donc où on est tenu de mettre des masques. Bon, aujourd'hui on est tenu de les mettre pour des raisons sanitaires, mais ça pose aussi ce problème de l'effet de serre, ce problème des économies qui sont polluantes. Donc toutes ces considérations nous amènent à se poser la question, est-ce que la croissance est significative de bien-être? Ou tout simplement de développement tel que l'on peut espérer ou tel qu'il est conforme à nos attentes en tant que citoyens. La croissance économique est-elle souhaitable?
si cela veut dire détruire les ressources, si cela veut dire ne pas, par exemple, une mauvaise répartition, etc. Donc, est-ce que on est en mesure de se demander, est-ce que la croissance économique est-elle souhaitable? Est-ce que la croissance économique est-elle indéfiniment possible? Quand je vous dis qu'aujourd'hui, il nous faut plus de planètes qu'on a, donc pour vraiment répondre à toutes répondre au niveau de consommation tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc, alors, tous ces questionnements-là, on va essayer un petit peu de les voir, mais pour cela, on va essayer d'abord, avant d'attaquer cela, de voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que le PIB, parce que vous allez découvrir, et de manière assez étonnante, que le PIB, par exemple, imaginez que plus d'accidents il y a, plus le PIB augmentera. Si on est dans un pays comparativement, par exemple, un pays qui est en guerre par rapport à un pays qui ne l'est pas, eh bien, sachez que le fait de s'investir dans une guerre va favoriser, bien sûr, le PIB. Je vais aller un peu plus loin. Plus il y a de morts dans les hôpitaux, etc., plus les hôpitaux de malades et de morts, plus le PIB va augmenter. Et on va voir tout cela ensemble. C'est-à-dire que le fait de se contenter de mesures statistiques et de grandeur statistique, eh ben, ça ne veut absolument rien dire sur le vrai développement d'un pays. Et si je dois mettre tout cela en liaison avec ce que l'on vit aujourd'hui, est-ce que ça vous a servi à quelque chose d'avoir une voiture, enfin, déjà à votre échelle individuelle, lorsqu'on était en confinement. Lorsqu'on était en confinement, tout ce qui comptait, c'était la santé, c'était donc des éléments qui n'avaient absolument rien à voir avec les mesures qui prévaloir tous les jours en termes matérialistes. Donc, et on a vu, pays développés ou pas, tout le monde a été impacté par le Covid. Bon, abstraction faite de la lecture aussi que l'on peut faire de ce virus. Donc, on n'a pas tous les tenants et aboutissants de tout cela. Donc, il y a plusieurs thèses, même des thèses complotistes, etc. Mais bon, on va faire fi de tout cela. Mais déjà, on se demande quelle priorité aujourd'hui, quand on a vu plusieurs économies se mettre en gel et des pays qui choisissent, bien sûr, qui vont faire prévaloir la santé de leurs citoyens au détriment, bien sûr, de l'économie et ainsi de suite. À un moment même, on a vu des débats économiques de santé, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut confiner au détriment de la consommation, de ce qui fait qu'aujourd'hui une économie soit riche ou pas, ainsi de suite. Donc, tout cela, on va le voir ensemble, donc, mais dans un premier temps, il va falloir vraiment s'attarder sur ce qu'il y a aujourd'hui comme indicateur économique, qu'est-ce qui fait, jusqu'à présent, comment on mesurait le développement d'un pays par rapport à un autre. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Oui, madame, merci. Madame, Alors, merci. Oui, madame. on va s'attarder, on va arrêter Madame, là. madame, Oui, dites-moi, je vous en prie. madame, بالنسبة للإكزامبل بالنسبة للامتحان هيكون كوست ام ولا براتيك؟ J'adore à chaque fois, donc, tout est rapporté à l'examen. Alors, je vous rassure par rapport aux éléments de l'examen. Alors, déjà, comme j'ai expliqué la dernière fois, ce module-là est plus qu'un module. C'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir comment votre curiosité va se développer à fur et à mesure. Et pour moi, le plus important, c'est que On veut entendre si vous voulez micro. S'il te plaît. Je n'écoute rien. oui, je vous entends. Micro, s'il vous plaît. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Oh. Très bien. C'est Merci. bon, madame.
Parfait. Alors, donc, je vous disais que par rapport à ce module-là, le plus important, c'est que à la fin, que ça puisse vous inciter à lire davantage, à lire ce qui se passe autour de vous, à être attentif par rapport à l'actualité, etc. Maintenant, par rapport pour moi, c'est ça, atteindre l'objectif de ce module. Maintenant, pour revenir à l'histoire de l'examen, sachez que vous allez avoir différents examens qui se sont déjà déroulés par le passé, avec leurs corrigés. Enfin, on va les discuter ensemble avant l'examen final. Vous aurez un examen blanc, donc un examen d'entraînement pour que vous puissiez vraiment réussir votre examen final. Maintenant, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est que vous savez déjà sur quoi vont porter les 5 points et 5 points de bonus. Parce que j'ai l'habitude au niveau du PES d'intégrer une question que vous connaissez dès à présent. C'est la question sur l'actualité, c'est-à-dire vous devez relater une actualité économique à l'échelle nationale ou internationale, c'est à moi de vous le préciser après, mais qui s'est déroulée, donc qui est en relation avec un problème économique ou social, et qui se serait déroulé la dernière semaine qui précéderait le jour de l'examen. Donc, c'est-à-dire que le jour de l'examen, vous allez avoir cette question, à vous de choisir un sujet d'actualité que vous allez traiter, en peu de mots bien sûr, mais et pour ça, j'attribue 5 points de bonus. Donc, alors après il y a après il y a 2 sujets à traiter, un sujet lié à des questions vraiment directes, à des concepts, à des questions directes, donc, et puis un sujet qui est lié à une analyse d'une citation ou une question directe ou une question d'analyse, etc. Donc, mais vous aurez tout cela, donc vous allez pouvoir le traiter, on va pouvoir le traiter ensemble au niveau de l'examen blanc. Donc ne vous inquiétez pas. J'aimerais bien que vous... Madame, est-ce qu'on va... Madame, oui. Madame, est-ce qu'on va avoir un support sur l'examen? Bien sûr, vous avez... Un support d'un examen. C'est pas un support d'un examen, vous avez un support par séquence. Chaque séquence que l'on va traiter, il y a un document qui est relatif à cette séquence-là. Et puis évidemment, il y a des activités. Donc, et généralement, l'examen final porte sur les différentes activités que vous auriez déjà traitées, qu'on aurait déjà traité ensemble. Donc, voilà. Madame, le support court que tu as déjà posé dans le plateforme est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Le support que j'ai posté, il est relatif à la première séquence que l'on traite ensemble, développement et croissance. Ça, c'est uniquement lié à la... Donc, chaque fois que l'on traitera une séquence, il y aura un support de cours résumé, une fiche synthèse qui résume les principaux points qu'il faut retenir. En plus, bien sûr, de... Oui, sur l'ENT, oui. Oui, je vous entends. C'est bon, madame. Madame. Merci, madame. Madame. Est-ce qu'on peut trouver Madame. le support sur le... Oui, c'est bon. Et là-bas, tout de suite, c'est nettement mieux. Madame, c'est enregistré. Madame. Oui, dites-moi. بالنسبة للإكزام يعني هيكون pratique. L'examen, alors je ne sais pas si vous entendez par pratique, donc, mais l'examen, ça va être 2 sujets. Un sujet, c'est une citation à analyser, c'est souvent de petites dissertations. Et puis un autre sujet, c'est plus des questions directes ou des concepts qu'on aura traités ensemble. Maintenant, comme je vous ai expliqué, il y a une question bonus sur l'actualité. Donc après, ça n'est pas que cette note-là qui va figurer dans dans le PV final des notes. Pourquoi? Donc à l'image de ce que je fais pour les autres modules, j'ai confiance que l'évaluation doit être continue. Donc, tous les étudiants qui vont présenter des revues de presse, qui vont participer à des débats, qui vont être assidus dans
par exemple, dans le retour des activités. Tout ça se traduit en notes. Et ces notes, vous allez les visualiser sur votre fichier ENT et ces notes vont se traduire par la suite en bonus ou malus de points qui seront attribués directement à l'examen final, à la note finale. Donc, j'attends de vous une mobilisation, non pas uniquement au niveau du live, parce que le live, c'est surtout pour échanger, etc. Mais votre travail est un travail continu. D'ailleurs, ce week-end, vous allez recevoir une fiche d'activité que vous allez devoir faire. C'est une activité que vous allez travailler. Donc, vous allez voir, d'ici maximum dimanche matin, vous allez avoir une fiche d'activité qu'il va falloir travailler. Il va falloir la rendre avant notre cours le mardi. D'accord? Avant mardi à 15h. D'accord, madame. Merci beaucoup. Madame, concernant en Zoom,